Bonjour à tous. Merci beaucoup pour être présent pour notre masterclass. Alors, avant que je vous présente l'invité, même si la plupart d'entre vous le connaissent déjà, pour les règles de bon fonctionnement, je vous demanderai de couper votre vidéo parce qu'on est très nombreux à suivre notre invité. Donc, du coup, ça réduit un petit peu le flux et la qualité. Donc, c'est mieux que si on peut couper nos vidéos. Et naturellement, si vous pouvez couper vos micros, sauf naturellement pour Jean-Marc Sylvestre, afin qu'on ne soit pas dérangé par des bruits extérieurs. Merci beaucoup. Si vous avez, concernant cette masterclass, des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le petit bouton converser. N'hésitez pas à les écrire. Hein. Je pourrais moi-même ou Jean-Marc les lire et puis répondre soit pendant cette masterclass ou à la fin. On s'est accordé un délai pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez poser. Alors, je suis très, très heureux d'accueillir Jean-Marc Sylvestre parce que moi, je l'ai connu à la télévision, sur TF1, pendant très, très longtemps. Il a été excessivement précurseur sur l'économie, mais ce que j'apprécie énormément, c'était la vie des entreprises, les chefs d'entreprise. Et donc, il a une expérience en tant qu'intervieweur vraiment très, très importante. Et donc, je suis très heureux qu'il soit là. Vous pouvez encore le voir de manière régulière, hein, entre autres sur BFM, hein, et sur tout le type d'activités autour de l'économie. Et donc, pour moi, c'est vraiment une star, entre autres, de la finance et surtout de la communication financière, où c'est vraiment un expert, surtout dans ce domaine qui prend une importance de plus en plus grande, puisque on voit bien que les marchés financiers réagissent de manière forte, des fois non pas sur des faits économiques, mais des fois sur des annonces. Et ben, vous voyez bien que la communication est plus importante, puisqu'aujourd'hui, on est quand même à distance et on travaille, on communique. Et donc, on imagine bien les impacts de cette communication qui sont de plus en plus forts. D'autant plus qu'énormément de réglementations viennent aussi encadrer cette communication. Je pense entre autres à la loi Marc, par exemple, les manipulations de cours, les fake news, tout ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir un impact sur la finance. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Marc Sylvestre, effectivement, qui va pouvoir nous parler de l'impact de la communication sur la finance, un domaine où il est un des plus grands experts. Et donc, je suis vraiment ravi. Donc, merci encore, Jean-Marc, et je te donne la parole. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Ça me ramène quelques années en arrière lorsque j'étais professeur, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. Tu m'as beaucoup vieilli là tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Je suis content de me retrouver avec vous, même si je ne vous vois pas tous. J'ai l'impression que vous êtes quand même très nombreux. Là, je suis en train de cliquer sur la bande qui annonçait votre nom. Alors, on a choisi effectivement avec Alfonso de parler du rôle de la communication dans le fonctionnement et l'évolution des marchés, et plus particulièrement des marchés financiers. Parce que de revenir sur la crise, je pense que vous avez eu beaucoup d'informations et beaucoup de communication là-dessus. Donc, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion, non pas pour vous dire comment ça fonctionne, parce que vous devez savoir comment ça fonctionne, mais pour savoir comment on pourrait éventuellement utiliser la communication, et puis peut-être aussi vous donner le goût et l'idée de rentrer sur ce créneau-là, ne serait-ce que pour en faire peut-être votre métier, parce que c'est un métier qui est en train de se techniser, de perfectionner, qui a vraiment besoin de gens qui connaissent à la fois la com, mais qui connaissent aussi la matière dont on parle. Un des grands reproches qu'on a fait aux communicants, souvent, ça a été de vendre du vent. De moins en moins, un communicant peut se permettre de vendre du vent. Il faut qu'il vende des éléments tangibles, des résultats, une stratégie et une coordination avec son entreprise ou le fonds pour lequel il travaille de façon étroite. Alors, je crois que vous aurez plein de questions et puis on se gardera du temps pour en discuter ensemble. Je vais vous dire d'emblée que la communication sur les marchés financiers, là, je vais peut-être vous décevoir, elle n'est pas très différente finalement de la communication à la fois sur les produits, de la communication politique et même de la communication dans le domaine privé. La communication, c'est une relation, hein, c'est une relation entre un communicant et quelqu'un qui donne quelque chose et puis quelqu'un qui le reçoit. Et cette relation,
elle est en réalité une relation de pouvoir. Et c'est pour ça que ça devient compliqué. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Relation de pouvoir entre le chef d'entreprise et ses actionnaires, parce que le chef d'entreprise communique avec ses actionnaires, il a même une obligation légale de le faire à certaines périodes de l'année, dans certaines circonstances, mais il peut aussi le faire dans d'autres. Il communique avec ses clients, il communique aussi avec son personnel. Alors, vous avez compris tout de suite qu'il ne faut pas que ces communications-là se télescopent, parce que tout se sait, tout se dit. Alors, il faut que ce soit à la fois adapté au public et puis aussi coordonné de façon à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que c'est très à la mode, d'injonctions contradictoires. Tout ça. Alors, on pourrait dire la même chose pour le responsable politique, dont le métier, il est d'abord d'accéder au pouvoir et puis ensuite d'exercer ce pouvoir. Mais vous allez me dire, un chef d'entreprise ou le patron d'un fonds ou d'une banque, il a aussi le même problème. Il faut qu'il accède au pouvoir et puis il faut qu'il exerce ce pouvoir. Et à chaque fois, c'est beaucoup de communication. Beaucoup de communication pour convaincre les gens dont on dépend, les électeurs, les clients ou les actionnaires de voter pour vous, de leur expliquer ensuite qu'ils ont bien fait de vous porter au pouvoir. Alors, j'y reviendrai, mais vous avez compris que ça pouvait devenir très compliqué rapidement, qu'on pouvait être piégé par des maladresses, par des contradictions, ou peut-être même par un excès de bienveillance. On veut faire plaisir à tout le monde et on se prend les pieds dans le tapis. Et tout le monde croit que c'est assez facile. Tout le monde croit que la communication, ça a en général été confié à des gens qui avaient raté leur master finance ou leur adhésion à une grande école de commerce. Non, ça va devenir quand même autre chose qu'un peu d'émotion ou un zeste de séduction. Il va falloir être autre chose que être bien propre sur soi et puis savoir parler en public. C'est pas tout à fait ça. Regardez par exemple un homme politique, ses qualités qu'il lui faut pour accéder au pouvoir sont très différentes de celles qu'il lui faut pour exercer le pouvoir. Ça, on le sait tous, et tous les hommes politiques le savent. Pour accéder au pouvoir, il va développer un programme, il va faire des promesses, il va faire un business plan peut-être, qui seront adaptés aux segments de clients auxquels il s'adresse, et il s'adresse à plusieurs segments de clientèle. Donc, il doit s'adresser différemment à ces différents segments de clientèle pour les séduire, mais il doit dire la même chose quelque part, parce qu'il ne peut pas tenir deux langages. Il y en a tellement qui tiennent deux langages et qui se prennent aussi les pieds dans le papier. Et pour conserver son pouvoir, eh bien, on va lui demander de délivrer un résultat correspondant aux promesses qu'il avait faites, ou alors, s'il ne peut pas délivrer le résultat correspondant aux promesses, il va falloir qu'il explique pourquoi la réalité s'est imposée à lui et l'a amené à faire une politique différente. C'est exactement pareil dans une entreprise, c'est exactement pareil dans un fonds d'investissement. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et quand il est en responsabilité, c'est-à-dire qu'il est aux manettes, vous le voyez bien, le personnel politique, le chef syndical, le chef d'entreprise est beaucoup moins libre que lorsqu'il est en dehors de ses responsabilités et qu'il n'est que candidat. Il se retrouve parfois en difficulté. Machiavel, moi je vous conseille de lire Machiavel parce que c'est quand même le meilleur professeur de pouvoir, de gestion, de management qui soit, a très bien expliqué ça. Un homme de pouvoir, quel qu'il soit, donc c'est un homme de communication, peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, à condition que ceux qui l'ont fait roi acceptent ce qu'il a dit et profitent concrètement des décisions qu'il prend. Sinon, il le vire, sinon, il le part. C'est vrai en démocratie, il est mal élu, il n'est pas élu, et puis il est jugé très souvent avec les sondages, etc. Et donc, il a du mal à communiquer. C'est très difficile de communiquer avec. C'est facile de communiquer avec des gens qui vous aiment bien et qui sont dans votre fan club. C'est beaucoup plus difficile de communiquer avec des gens qui vous aiment moins ou qui ont été déçus. C'est compliqué, y compris à la bourse. Et c'est vrai aussi dans les régimes monarchiques. Un régime monarchique de droit divin, il n'est pas, le monarque n'est pas du tout assuré de rester sur son trône. Il peut très bien, d'ailleurs la France donne énormément d'exemples. La France est un peuple de régicides. Elle balance assez rapidement ses rois et ses monarques. Donc ça ne donne aucune garantie. C'est vrai aussi dans les régimes autoritaires. Les régimes communistes ont échoué parce que les peuples se sont révoltés.
puisque nous en sommes là, à essayer de regarder avec beaucoup d'attention ce qui va se passer en Chine. Si le contrat de confiance avec les dirigeants chinois a été rompu par la population, par la pandémie là, qui s'est développée, et je pense que le contrat de confiance a été développé, c'est-à-dire que le peuple chinois a compris qu'il ne pouvait pas tellement avoir confiance eh bien, le chef de l'État, Xi Jinping, risque d'avoir quelques ennuis, même il s'est fait nommer à vie. Et c'est d'ailleurs d'autant plus grave, parce que s'il s'est fait nommer à vie, la seule solution qu'aura le peuple pour en changer, par l'intermédiaire du parti, etc., sera que le mec il ait un accident de voiture ou qu'il saute sur une bombe, quoi. Vous voyez un peu comment ça va se passer. Mais on n'en est pas là. Hein. Je ne peux pas dire que la pandémie est un crise de lèse-majesté, c'est un crise de communication. C'est une faute. Il y a bien sûr une faute technique au départ, mais c'est aussi une faute de communication énorme, avec un mensonge énorme. Eh bien, je ne suis pas sûr que ça ait le même effet que Tchernobyl. Je pense que tout le monde a entendu parler de Tchernobyl, même si vous êtes très jeune. Tchernobyl a abattu le système communiste, parce que le contrat de confiance avec le peuple a été rompu. Le peuple n'avait plus confiance dans la qualité de la technique communiste et dans la qualité. Là, les Chinois, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde ce qui s'est vraiment passé, ils commencent à se dire qu'on leur a raconté aussi des histoires. Donc, c'est vrai dans les régimes autoritaires, il faut faire attention, mais c'est vrai aussi dans une entreprise. Une entreprise ne peut pas se permettre d'avoir un chef d'entreprise, enfin, durablement, qui raconte tout et n'importe quoi. Il doit satisfaire ses partenaires, il doit satisfaire ses actionnaires. Alors, il doit délivrer des résultats qu'il a promis. Il doit donc tenir un certain type de discours, mais il doit aussi, il doit aussi parallèlement satisfaire ses clients, parce qu'il faut bien que ça marche. L'entreprise, elle marche avec des clients. Et ne pas mécontenter non plus son personnel, parce que si le personnel est mécontent, il va mal travailler, ou il va faire des erreurs. Donc, or, les intérêts des trois partenaires qu'il y a dans une entreprise, une banque, une entreprise industrielle ou une entreprise de service, ces trois acteurs, actionnaires, clients, personnels, ne sont pas les mêmes. Ils peuvent avoir des intérêts divergents. Ils ont un intérêt supérieur, commun, c'est que l'entreprise fonctionne. Si l'entreprise fonctionne, ils y trouveront de la place. Mais ils peuvent être divergents, contradictoires. Or, la communication, elle, doit être totalement synchronisée. Un chef d'entreprise ne peut pas se permettre de parler à ses actionnaires de façon différente de la façon dont il va parler à son personnel. Il a un comité d'entreprise, il a des syndicats, et il faut que les informations qu'il donne soient synchronisées, coordonnées et ne soient pas dissonantes. Alors, avant de poursuivre, là, je voudrais vous raconter une anecdote simplement. La semaine dernière, quelques confrères étaient reçus par Emmanuel Macron, et au début de l'entretien, il y a un des confrères qui, très amicalement, lui dit « Monsieur le Président, comment ça va en un mot ?» Le Président lui répond en un mot bien. Et en deux mots, Monsieur le Président. En deux mots, pas bien, pas bien. Alors, c'est vrai, tout ça pour vous dire qu'il n'est évidemment pas en situation très confortable. Il n'est pas en situation confortable, je ne suis pas dans la confidence, mais j'imagine que certains jours, il doit regretter le job qu'il avait avant à la Banque Rothschild. Mettez-vous à sa place, vous qui connaissez bien la Banque Rothschild ou les différentes banques, ça doit être plus cool. Et ça doit gagner mieux d'ailleurs sa vie, on a moins d'emmerde. Alors, quand je dis qu'il n'est pas dans une situation confortable, c'est un euphémisme. Il est dans une situation épouvantable. Épouvantable. Et elle est épouvantable pourquoi ? Elle est épouvantable parce que la pandémie est désastreuse en termes de vie humaine, mais je ne vais pas vous en parler puisque vous êtes très au courant de tout. Elle est désastreuse parce qu'elle oblige tous les gouvernements à se défendre par le confinement généralisé, ce qu'on faisait déjà au Moyen-Âge, par contre la peste noire au XIIIe siècle, ou la lèpre, le choléra. On n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement, il n'y avait pas d'autre solution que de se protéger en attendant que le virus se fatigue et disparaisse, qui finissait par disparaître, mais avec des millions et des millions de morts. Je ne parle même pas de la dernière épidémie du sida, qui a fait quand même 38 millions de morts, quand même, 38 millions. Donc là, on est dans une situation de confinement donc, qui a pour effet de figer complètement le système de production, d'arrêter l'économie. Tout le monde à la maison, c'est plus d'usines, plus de commerce, plus d'avions, plus rien. Donc, on a évidemment derrière, c'est même pas un risque, c'est la certitude d'une crise économique très profonde parce qu'on est au bord de l'effondrement.
Et derrière l'effondrement économique, on a quasiment la certitude d'avoir une crise sociale, et sans doute derrière la crise sociale, une crise financière, de dette financière qu'on a déjà connue, mais on la reconnaîtra encore. Je rappelle quand même qu'on vient de distribuer 180 milliards d'euros pour pouvoir calmer un peu le jeu et amortir les chocs. Et puis donc, derrière tout ça, il peut y avoir une crise politique. Alors, la situation est épouvantable, je reviens là, pour une autre raison. Parce que vous avez des gouvernements qui ont fait des erreurs. Vous avez ce gouvernement, il a fait des erreurs. Mais quand vous faites des erreurs, vous faites en général la pire des communications. La pire des communications, parce qu'à ce moment-là, vous cassez le rapport de confiance que vous pouviez avoir avec ceux que vous gouvernez. C'est vrai dans toutes les entreprises, c'est vrai dans toutes les organisations. L'opinion publique, comme les clients, comme les actionnaires, exigent la transparence. Et face à cette demande de transparence, qui pose aussi certains problèmes, eh bien, on a eu un exécutif qui a d'abord été dans le déni, vous vous souvenez, la crise n'est pas grave, en janvier, cette épidémie ne touchera pas l'Europe, elle ne passera pas la frontière, on avait déjà dit ça du nuage de Tchernobyl. On est un peu dans le mensonge, parce que quand on dit il faudrait des masques, non, les masques ne sont pas très utiles, les tests, non, les tests ne sont pas fiables, ils ne sont pas au point, etc., etc. On est, alors une fois qu'on a un peu été démasqué, si j'ose dire, sans jeu de mots, on est un peu dans la victimisation, c'est ce qu'a fait l'exécutif, on a recherché des coupables. Ça n'est pas de notre faute, c'est un peu de la faute des Chinois. Bon, mais c'est quand même limite comme explication. Alors, pour s'en sortir, parce qu'on ne peut pas dire la vérité vraie, parce que si on dit la vérité vraie, sur le coup, on se décrédibilise complètement, on est déjà là. Mais on distille un caractère anxiogène, de l'inquiétude. Eh bien, pour s'en sortir, on va parler de guerre contre un ennemi masqué, on est de crise sanitaire, de crise économique. Quand on parle de crise, alors là, on suscite l'intérêt, on suscite l'attention parce qu'on se dit, on voudrait savoir comment ça se passe, on voudrait savoir comment ça va se passer. Alors on se pose en victime. C'est un cauchemar pour tout le monde. On est tous dans la même galère. On appelle des experts, on appelle des médecins qui vont on cherche des gens qui vont prendre la responsabilité finalement de l'information que l'on va donner. Puisque l'information que nous avons donnée, on sait qu'elle est fausse. Donc on va demander à un conseil scientifique, des experts, des médecins, etc. On fait appel à ces chercheurs pour qu'ils nous éclairent, mais aussi pour qu'ils endossent donc cette responsabilité. On encourage la solidarité. On embrasse les personnels soignants, ces héros, etc., etc. On est le plus humain possible. On essaie de faire ça en termes de communication. On embrasse les gens, on comprend la souffrance du confinement. On nous dit, et on le sait, que c'est une épreuve qui est privative de liberté. Donc, et puis, on essaie d'aller chercher, voir du côté des Européens un peu tard. Parce que les Européens, ils ont chacun leurs problèmes de leur côté et puis ils ont essayé de régler les leurs. Mais il est effectivement un peu tard d'essayer de faire appel à la solidarité. Et alors, en fin de course, on hiérarchise les objectifs, on segmente la clientèle visée, il y a les zones rouges, il y a les zones vertes, vous êtes où vous êtes à Paris, vous êtes en zone rouge, ah non, vous allez sortir de la zone rouge ce soir. Et puis, donc, on hiérarchise un peu les risques, quoi. On établit un agenda. C'est très important, les agendas en termes de communication. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, le 11 mai commencera le déconfinement. Le 2 juin, on fera un bilan. Le 15 juin, on pourra ouvrir les cafés. Début juillet, on pourra peut-être commencer à aller à l'aéroport. Les agendas, ça occupe les journalistes parce que pendant ce temps-là, ça leur donne du grain à moudre. Et puis, pendant ce temps-là, les gens qu'on recommence à faire des projets. Donc, on peut réenclencher une mécanique de confiance, mais on est 100% dans la communication. Et typiquement, on est 100% dans la recherche d'un rapport de confiance, de restaurer cette confiance. Et ce rapport de confiance est difficile à restaurer parce qu'on a démarré avec une communication qui, au départ, ne disait pas la vérité. Donc, si vous êtes dans des jobs de communication, il faut faire très, très attention à ça. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, mais vous pouvez aussi ne rien dire. Mais si vous commencez à expliquer quelque chose, il vaut mieux que ça soit vrai ou que ce soit un peu vrai. On n'a pas dit la vérité sur le départ de feu, on n'a pas dit la vérité sur les masques, on n'a pas dit la vérité sur les tests, on n'a pas expliqué les vraies raisons du confinement, après tout. Parce que les vraies raisons, l'opinion publique du confinement s'est dit on va se protéger, oui, d'accord. Mais les vraies raisons, c'est quand même pourquoi se protéger sur un virus qui va continuer de là et qui nous attrapera dès qu'on sera sorti du confinement. Donc la vraie raison, c'est qu'on a confiné parce qu'on n'avait pas les moyens
en salle de réanimation d'accueillir tous les malades graves. Donc c'est ça. Donc il aurait sans doute, on l'a dit bien sûr progressivement, hein, qu'il fallait étaler la cloche, qu'il fallait étaler bon. On peut dire d'ailleurs que si on déconfine maintenant, et si on a choisi aujourd'hui la date du 11 mai pour commencer à déconfiner, c'est parce qu'on commence à avoir de la place dans les hôpitaux. On commence à avoir de la place dans les hôpitaux pour accueillir les gens qui vont tomber malades dans la semaine ou dans les 15 jours qui vont venir. Donc, le rôle central de la communication dans l'épisode que nous vivons dans la société est un rôle central. C'est un rôle central, d'ailleurs, pour toutes les sociétés politiques un peu organisées. Mais également, je vous le disais, dans les organisations économiques, financières, syndicales, associatives, les directeurs de communication sont devenus aujourd'hui aussi importants que les directeurs financiers. Et j'ai tendance à penser qu'ils sont devenus plus importants que les DRH ou même que les directeurs de marketing. Alors, qui maîtrise la communication maîtrise l'accès au pouvoir. Qui rate sa communication rate son pouvoir, rate sa capacité et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, on est au bord, je vous dis, d'un effondrement économique qui est consécutif au confinement. On n'est plus, je vous ai dit que le confinement, c'était un outil très moyenâgeux, mais au Moyen-Âge, ça permettait de sauver des vies humaines, oui, mais ça n'avait pas beaucoup d'impact au niveau économique, parce que les économies, c'était des économies moyenâgeuses. Il n'y avait pas d'activité économique, il n'y avait pas de PIB très important, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans un système qui vous bloque la totalité de votre vie économique et sociale. Alors, avec un mot sur les outils maintenant, parce que la communication, qui a toujours existé depuis la nuit des temps, bien avant Jésus-Christ, les empereurs romains faisaient de la com. C'était une arme redoutable d'ailleurs. Ils faisaient de la com auprès de leur peuple, ils organisaient des jeux, du cirque. D'ailleurs, la grande légende, c'était il faut du jeu et du pain. On donnait du pain et des jeux. Ils offraient le spectacle des pyramides, ils présentaient les trophées militaires, les conquêtes, qui leur servaient d'ailleurs à raqueter les pays qu'ils avaient envahis pour pouvoir nourrir justement le peuple de la Grèce ou de Rome surtout. Et ces sociétés antiques ne produisaient pas, ils consommaient surtout. Alors César s'était d'ailleurs offert, ça c'est très intéressant, les services d'une des plus grandes attachées de presse du monde, en la personne de Cléopâtre. Cléopâtre, la reine d'Égypte, était en réalité une directrice de communication hors pair, une formidable directrice de communication qui a empêché César de commettre l'erreur fatale qui aurait été d'occuper l'Égypte pour pouvoir piquer le blé de la plaine du Nil. Parce que César voulait le blé de la plaine du Nil pour nourrir son. Mais comme il ne savait pas comment s'y prendre, il aurait tout brûlé, il aurait pris la récolte, et puis l'année suivante, il se serait retrouvé encore sans pouvoir faire face aux besoins alimentaires de son peuple. Cléopâtre a essayé de lui dire non, tu ne vas pas faire la guerre à l'Égypte, tu vas rester tranquillement et on va détourner une partie des récoltes pour approvisionner les gars. Donc elle a sauvé l'Égypte, elle a sauvé César, elle a sauvé le peuple pour rien. César a vécu 15 ans comme ça, beaucoup avec Cléopâtre d'ailleurs, parce que dans la petite histoire, vous avez des dirigeants, qu'ils soient politiques ou industriels, qui s'entendent assez bien avec leur attaché de presse. C'était le cas de César avec Cléopâtre, vous le savez. Quand César a été assassiné, Cléopâtre n'était pour rien. Eh bien, Cléopâtre s'est restée en poste auprès de Marc-Antoine. Et elle est restée encore 7 ans auprès de Marc-Antoine pour assurer la même mission. Je ne sais pas si elle rendait les mêmes services qu'avec César, mais je pense qu'elle était assez open-mind de ce point de vue-là. Alors, je voudrais vous parler de la communication qui a permis aux chrétiens aussi de s'installer à peu près partout dans le monde, parce qu'elle est souvent citée en exemple par des grands prêtres du marketing ou de la bon, le fondateur de la chrétienté, Jésus-Christ, était un génie de la communication mondiale. Il a tout inventé, les marques, les logos, la Bible, les impresarios, les attachés de presse, les apôtres. Il a même inventé les gens qui l'ont trahi. Il a inventé des concurrents pour pouvoir se mettre en valeur. Encore aujourd'hui, et Jacques Séguéla, par exemple, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et d'affection, m'a toujours dit que pour lui, l'Église catholique a été un modèle de marketing et de communication. Pour lui, qui avait quand même beaucoup plus, un regard plus bienveillant envers Israël, c'était intéressant qu'il le dise. Alors, je vais prendre évidemment des exemples plus récents et plus ciblés
sur la sphère économique et financière. Mais un petit mot avant sur les outils de la communication qui ont beaucoup changé et qui ont modifié quand même le contenu de la communication. Et c'est ça la force de l'époque où nous vivons aujourd'hui. On est toujours dans la communication, on est toujours dans la relation de pouvoir qu'il faut gérer, protéger entre un groupe d'hommes et un autre groupe. Mais on a des outils qui sont bien différents, qui rendent l'exercice un peu différent. Depuis assez peu de temps, depuis le début du siècle, depuis une vingtaine d'années maximum, le monde de la communication qui avait été organisé avant autour de la presse écrite, de la radio, du cinéma, des télécommunications et surtout de la télévision. Tout cela formait une galaxie dans laquelle passaient tous les messages de com, avec une caractéristique, c'était la rencontre entre un émetteur d'information et un consommateur. On dit toujours que les gens de télévision et de radio avaient un énorme pouvoir. J'ai toujours pensé qu'ils avaient évidemment un énorme pouvoir de dire des bêtises. C'était plus compliqué de dire des choses pédagogiques et intelligentes, mais ils étaient surtout sur des sièges éjectables parce que le vrai pouvoir était dans la coulisse et il fallait quand même gérer tout ça et ce n'était pas évident. Alors, depuis 20 ans, on va dire que ce système-là s'est retrouvé un peu phagocyté, dans l'univers du numérique. Ce qui a donné naissance à une communication qui est très inédite, très originale par rapport à ce qu'on a toujours connu dans l'histoire. Moi qui suis passionné d'histoire, je n'ai pas d'exemple de communication qui ressemblerait un peu à celle que nous vivons aujourd'hui, dans laquelle on a toujours des émetteurs d'informations principales qui ont en général le pouvoir. Ce sont des gens de pouvoir dans le cercle où ils opèrent. Et puis de l'autre, on a des consommateurs d'informations. C'est comme ça un peu que ça marche, exactement. Mais fait nouveau, ces consommateurs-là ne se contentent pas de recevoir l'information, ils réagissent à l'information, ils en rajoutent et ils peuvent la partager à l'infini. Quand vous allez chez eBooking et que vous n'êtes pas content de l'hôtel, vous mettez une appréciation négative, eh bien, croyez-moi, vous mettez le gérant de l'hôtel qui est inscrit sur eBooking, non pas en difficulté, mais vous l'obligez quand même à réfléchir et à tenir compte de cet avis. Donc, le consommateur d'informations peut réagir à l'infini, le consommateur de produits aussi, l'actionnaire, le citoyen, le salarié. Il reçoit certes une communication qui lui est destinée, mais il peut aussi intervenir comme sujet, commettant et agissant, d'où la multiplication des blogs, des médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, sont évidemment plus d'importance et d'influence aujourd'hui que l'Express, Libération, Le Point ou même une chaîne de télévision. Enfin, bon, les entreprises aussi utilisent les réseaux sociaux, les hommes politiques également utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les émetteurs, tous ceux qui ont besoin de convaincre, d'apprendre, de séduire, de persuader, utilisent les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ont peut-être envie de nuire, de polluer. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Alors, les médias traditionnels ne sont pas morts pour autant, je ne crois pas. Mais leur modèle économique a profondément changé. Parce que ces modèles traditionnels, je pense notamment à la télévision, pour qu'ils tiennent l'équilibre, ils sont devenus des business, des machines à attirer l'audience large, l'audience fédératrice, celle qui va capter des budgets de publicité de grande consommation. D'où la course à l'audience. Et la course à l'audience est une mauvaise conseillère en matière de qualité d'information. Elle est très compliquée à gérer si vous voulez continuer à maintenir de l'amour. Et par ailleurs, si vous voulez maintenir une information qui tienne la route, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'audience. C'est comme tous les gens qui me disent, moi je regarde Arte, c'est formidable. Arte, franchement, c'est beaucoup mieux que les grandes chaînes, TF1, tout ça, etc. Je dis oui, ok. Mais si vous êtes aussi nombreux à regarder Arte, je me demande pourquoi Arte n'a à peine 1 ou 2% d'audience. Bon, alors il faut au moins 10 à 20% pour pouvoir caler mon business plan sur rien. Donc il y a un truc intéressant, c'est qu'on a envie d'une information de qualité sur la télévision, mais on n'a pas forcément envie de la consommer et d'en payer le prix. Alors, non, les médias traditionnels ne sont pas morts, mais ces médias ont réussi à devenir
devenir des lieux de pouvoir. C'est vrai qu'ils sont importants parce qu'ils influent aussi sur les réseaux sociaux. Je vous recommande un sociologue américain qui est Emmanuel Castel, qui est professeur à Berkeley. Il a écrit des choses très pertinentes là, sur la société des réseaux. Mais je voudrais plus précisément vous dire comment, selon moi, le système médiatique dans cette société des réseaux interfère ou impacte le monde des marchés et le monde de l'entreprise. En simplifiant beaucoup, je dirais que les marchés ont des structures et un fonctionnement qui est assez proche, hein, vous avez compris, des systèmes politiques. Les marchés financiers organisent la rencontre, je ne vais pas vous apprendre ça, vous le savez par cœur, entre les acteurs qui ont besoin de capitaux et les acteurs qui ont de l'argent à placer. Le prix de marché, en fait, c'est un équilibre. Qui met d'accord, en gros, l'offre et la demande. D'un côté l'offre, de l'autre côté la demande. Alors, c'est un marché où les relations sont symétriques, en gros. C'est-à-dire que vous avez des règles de conduite ou des régulations que tout le monde, ou presque, respecte et suit. Alors, en théorie, on n'a pas le droit de mentir. En théorie, on n'a pas le droit, je dis bien en théorie, on n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit de travailler en dehors du cadre légal. En théorie, on n'a pas le droit d'aller dans les paradis fiscaux, l'offshore. Je sens déjà qu'il y en a qui vont rire. Donc, c'est assez simple. Si c'est un système symétrique, les règles du jeu sont connues de part et d'autre. C'est un peu comme à la guerre traditionnelle, quoi, en fait. La guerre traditionnelle, on savait qu'on pouvait se battre avec un ennemi qu'on connaissait, on pouvait discuter avec lui des conditions de la bataille. On savait aussi qu'au final, celui qui gagnerait, c'était celui qui avait le nombre de militaires les plus nombreux ou le meilleur armement, mais on savait. Donc, c'est ça la relation symétrique. On joue avec quelqu'un qui a à peu près les mêmes armes que vous. C'est le cas des marchés financiers. Mais le prix de marché va donc dépendre, je vous le disais, du rapport entre le poids de la demande et le poids de l'offre, la qualité de la demande et la qualité de l'offre. Mais au final, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'information qu'on a sur la demande et qu'on a sur l'offre. Ça va donc dépendre de la stratégie de l'entreprise, de la qualité de ses dirigeants, de la qualité des produits et de la conjoncture, de l'écosystème qui peuvent interférer sur la marge de l'entreprise. Mais ça va dépendre de la lecture aussi que de l'autre côté, on se fait de tous ces éléments. La lecture que je me fais de la stratégie d'une entreprise comme Danone n'est pas forcément la même que celle que les dirigeants ont essayé de m'expliquer. Et je sais, je la connais bien l'entreprise. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de lever comme contradiction. Ça va dépendre aussi de l'histoire qu'on raconte sur l'entreprise. Ça va dépendre de l'histoire qu'on raconte sur les prévisions, sur la stratégie, sur la qualité des dirigeants. Ça va dépendre de la conjoncture économique, politique, monétaire, budgétaire. La communication, c'est donc l'élément central qui fabrique l'équilibre du marché, d'un marché financier, d'un marché de matières premières, d'un marché… Bon, c'est moins vrai que les marchés de matières premières qui sont plus oligopolistiques, en fait. Il y a moins d'acteurs, mais c'est vrai quand même. Ces marchés se composent de millions d'acheteurs, de millions de vendeurs. Ils vont agir et réagir à toutes les informations qu'ils vont pouvoir glaner. Ils vont se servir de tous les médias sociaux. Et les médias sociaux sont devenus, en fait, essentiels à la communication financière, celle qui vous intéresse. Les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, j'ai vérifié, ont toutes systématiquement un compte Twitter et utilisent par ailleurs fréquemment, je donne dans l'ordre, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai le sentiment que Instagram a moins de succès chez les grands patrons du CAC 40 que dans les promotions d'étudiants. Alors, à ce propos, je voudrais mettre deux remarques. La première, c'est de savoir à quoi ça sert finalement pour une entreprise aujourd'hui de pratiquer les réseaux sociaux. Est-ce que le fonctionnement des marchés est meilleur? Est-ce que le fonctionnement des marchés financiers est meilleur? Est-ce que la liquidité des titres s'est accrue? Est-ce que le prix d'équilibre du marché est meilleur pour les uns comme pour les autres? Alors, les médias sociaux permettent aux entreprises de communiquer directement au plus grand nombre les informations qu'elles jugent cruciales et les investisseurs de leur côté, ils sont directement informés au moindre coût. Ça ne leur coûte rien. Parce que c'est gratuit, donc a priori gratuit. Donc ça devrait permettre une meilleure circulation de l'information et réduire l'asymétrie entre les entreprises et les investisseurs. Parce qu'on peut avoir des cas d'asymétrie ou de dissymétrie entre un investisseur
et les entreprises peuvent être plus fortes que l'investisseur. Enfin, c'est un peu compliqué, ça peut être déséquilibré. Alors, on a un certain nombre d'études qui montrent finalement, en s'appuyant notamment sur les entreprises américaines de secteur de haute technologie, parce que ce sont les grandes entreprises de la technologie là, de la côte ouest, qui ont été les premiers à utiliser les réseaux sociaux pour les coter en bourse, pour pouvoir diffuser leurs informations. Les entreprises de secteur ayant été les premières à recourir aux médias sociaux. L'usage de Twitter, par exemple. L'usage de Twitter, qui est quand même le média social le plus fréquemment utilisé aujourd'hui dans les entreprises cotées, eh bien, l'usage de Twitter est assez positif. Grosso modo, est assez positif. On a remarqué, par exemple, aux États-Unis, que 75% des entreprises cotées qui font des tweets renvoie avec ce tweet un communiqué de presse traditionnel, ce qui accroît la circulation de l'information. En fait, c'est un peu comme le virus, quoi. Ça accroît la circulation de l'information. Le communiqué de presse entraîne mécaniquement, ça on le sait depuis tout le temps, une réduction de la fourchette de prix entre l'offre et la demande. Donc, on arrive à un prix d'équilibre un peu plus rapidement, sans doute meilleur et correspondant plus à la réalité. Et puis, on augmente le volume des transactions qui sont d'autant plus fortes que le communiqué, en général, est accompagné d'un tweet qui permet d'accéder par un simple clic. Les communiqués, alors les tweets qui renvoient à un site internet de l'entreprise, le site d'internet d'entreprise renvoie à la rubrique information financière et information financière à l'agenda, l'agenda envoie au communiqué. Ça, franchement, c'est complètement risqué, ça ne marchera pas. Mais le tweet qu'on fait et qui renvoie directement avec un lien sur le communiqué, donnant exactement à la fois les résultats qu'on cherche et le pourquoi du comment de ces résultats, ça marche quand même beaucoup, beaucoup mieux. Alors, le problème, et c'est évidemment la deuxième remarque, dans la mesure où la nature de l'information financière est divulguée sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux surtout, n'est pas réglementée. Alors que la nature de l'information financière qui est divulgués dans les médias traditionnels, notamment les communiqués de presse qui sont plus ou moins visés par l'autorité de marché ou qui sont publiés dans des organes officiels, eh bien, on peut craindre, si ce n'est pas vérifié, on peut craindre des comportements qui soient opportunistes. Je dis opportunistes avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse de la part des firmes qui recourent à ces médias. Les bonnes nouvelles étant rapidement et abondamment relayées, les mauvaises nouvelles l'étant moins. Vous avez compris, hein, donc on tweetera sur les bonnes nouvelles et on tweetera un peu moins sur les mauvaises. Alors on sait par exemple que la probabilité d'utiliser Twitter augmente avec la taille de la firme. Plus la société est importante, plus elle utilise Twitter. L'utilisation de Twitter par l'entreprise augmente avec le nombre des analystes financiers qui suivent votre dossier. Plus les analystes sont nombreux, plus vous utilisez Twitter. Et le nombre de communiqués de presse. Alors, à contrario, là j'ai des études là-dessus, c'est que la probabilité diminue avec la couverture de la firme par la presse et l'âge de son PDG. Si l'entreprise a pour habitude de communiquer avec le journal Les Échos et l'Opinion et non pas avec Twitter ou LinkedIn, et que son PDG il est proche de la retraite, c'est vrai qu'il n'aura pas tendance à s'overdoser sur Twitter et encore moins sur Instagram. J'ajoute qu'il existe des analyses qui montrent par ailleurs que la réaction du marché à l'annonce d'un résultat augmente avec le nombre de followers et le nombre de fois où le tweet et l'entreprise est retweeté par les followers. Donc, c'est assez mécanique et c'est assez intéressant et je pense que c'est en train d'augmenter encore. C'est très, très vrai dans les entreprises digitales et c'est vrai à peu près dans toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui à Paris. Troisième remarque, c'est que la puissance des réseaux sociaux rend évidemment service aux entreprises parce qu'il y a une création de valeur dans tout ce qu'on vient de dire. Ça rend service aux investisseurs, ça rend service au marché qui est plus liquide, plus fluide, etc. Tout le monde crée de la valeur, mais ne protège pas contre les risques spéculatifs, Alfonso en parlait tout à l'heure, ne protège pas contre des informations qui sont délivrées à titre frauduleux. On se souvient de l'affaire Veolia, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà dans le jeu, mais c'était il y a 3 ans ou 4 ans, je crois, où une information
désastreuse sur les résultats de Veolia est sortie sous forme d'un communiqué de presse, avec reprise de tweets, etc., etc. Et ça a effondré le cours pendant 48 heures. Il a fallu ramer pour pouvoir rattraper le truc, et ça a été relativement grave pour l'entreprise. Et ça ne protège pas non plus des escrocs qui, évidemment, font du racket avec je voyais Denis Kessler, qui est le président de la SCOR, qui est une très grosse société d'assurance et de réassurance, qui disait que la cybercriminalité aujourd'hui est devenue le premier facteur de risque pour les entreprises, et notamment pour les entreprises cotées. Parce que c'est un risque qui est provoqué par des organisations criminelles qui sont très puissantes, qui sont parfois adossées à des États ou à des organisations terroristes qu'elles financent et qui sont invisibles. Beaucoup travaillent d'ailleurs avec des crypto-monnaies sur lesquelles on a peu de communication et, comme vous le savez, beaucoup de spéculation. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques années sur les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, ça a beaucoup servi à ça. J'ajoute qu'on ne le sait pas trop pour deux raisons. Principalement, c'est que les entreprises qui sont victimes de cybercriminalité, notamment par rapport au marché financier, ne le disent pas. Ils ne le disent pas parce que c'est un marqueur de faute, c'est un marqueur de difficulté. Donc, c'est négatif pour l'image. Donc, elles ne le disent pas. Donc, c'est très compliqué. Elles ne le disent que lorsque vraiment c'est gravissime, Veolia, et que l'autorité de marché s'en était mêlée. Mais sinon, c'est compliqué. Alors, un mot sur la communication qui fait l'objet de beaucoup de commentaires et de spéculations, c'est la communication de la Banque centrale européenne. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est un autre nœud très important pour ceux qui veulent s'intéresser à la façon dont se fait la communication en matière financière, et pas seulement la BCE d'ailleurs, mais toutes les banques centrales. Le rôle que jouent les banques centrales dans l'équilibre des marchés monétaires est par ricochet sur les marchés financiers, le rôle que jouent ces banques centrales dans l'amortissement des crises économiques, tout ça fait qu'elles sont devenues des puissances considérables depuis une vingtaine d'années. Si vous prenez les statuts des banques centrales, vous comprendrez qu'elles ont pour mission de réguler les systèmes économiques, de stabiliser en clair, donc pas d'inflation, une inflation minimum ou calée sur un peu plus bas que le taux de croissance, mais une croissance générée par des créations de valeur et par des productivités internes. Tout ça avec une arme qui est faciliter la distribution de liquidités à la disposition des banques. C'est ça l'arme des banques centrales, hein, avec deux moyens, les taux d'intérêt et les rachats de créances. La Banque centrale a ce privilège de fixer les taux de base, taux d'intérêt, et de décider du volume des liquidités qu'on peut mettre en circulation dans un pays. Alors, c'est très important comme pouvoir, c'est important. Depuis 2008, c'est devenu absolument incontournable. 2008, après la faillite de Lehman Brothers, le monde entier s'est retrouvé en panne de liquidité. Si ça vous intéresse, reprenez les bouquins qui ont été faits à cette époque. Moi, j'ai baigné dans cette histoire pendant 2 ans. J'en ai d'ailleurs fait avec Olivier Pastré 3 livres, mais ça a été une histoire absolument gigantesque, extraordinairement intéressante. Pourquoi? Parce que personne, à ce moment-là, n'avait plus confiance en personne. Pourquoi ça a été la crise historique la plus importante avant celle du coronavirus, sur le plan économique depuis la guerre? Parce que le système bancaire s'est retrouvé complètement bloqué. Il s'est complètement bloqué. Les banques se sont refermées sur elles-mêmes à la suite de cette faillite et à la suite, en cascade, de la prise de conscience qu'on était absolument infecté par les subprimes, c'est-à-dire par des créances douteuses et même pourries qui avaient été distribuées par les Américains. L'économie mondiale s'est donc arrêtée à ce moment-là. Et avec une crise économique et sociale dont on a mis à peu près 10 ans à en sortir, nous en Europe, du moins en France. Pardon. Et si les banques centrales ont mis du temps à racheter des dettes, à reprendre des créances pourries, parce qu'on sentait bien qu'il y avait un problème de confiance. Si elles se sont mises à faire ça, c'est que les États eux-mêmes tremblaient. Il s'est passé une chose extraordinaire, et c'est pour ça que le facteur confiance, c'est le premier mot que j'ai utilisé en prenant la parole avec vous, est primordial. Il s'est passé une chose extraordinaire au moment de cette crise de 2008, c'est le coup de poker qui a été joué par un certain nombre de chefs d'État, notamment Nicolas Sarkozy en France. Et il se trouve que
professionnellement, j'ai eu la chance d'assister aux réunions, parce que c'était extrêmement tendu, parce que je couvrais pour TF1 tous les sommets et toutes les réunions qu'il y avait à l'Élysée, puisque c'était essentiellement économique et financier. Et Nicolas Sarkozy, à fin septembre 2008, président du G7, c'était un hasard du calendrier formidable, président du G7 et de l'Union européenne, a donc pris sur lui la liberté, il avait le pouvoir de le faire, de convoquer un sommet extraordinaire de tous ces chefs d'État à Paris. Dîner le samedi soir, réunion de travail à partir du dimanche matin, et à 16 heures, la réunion s'était achevée, conférence de presse de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Je peux vous assurer que dans la salle de presse, les gens étaient quand même attentifs à tout ce qui allait se passer. Parce que Sarkozy et Merkel avons annoncé ensemble une décision historique. Ils décrivent la situation hyper dangereuse. Et elle est tellement dangereuse que vous avez à ce moment-là, nous sommes le dimanche, à peu près la moitié des banques du monde qui sont en risque de bank run. Bank run, lundi matin, c'est le risque de voir tous les clients débarquer et de rentrer dans la banque pour essayer de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer dans leur compte courant. Et vous savez comme moi qu'une banque normalement constituée, elle peut difficilement rembourser à peine 10% de ce qu'il y a sur ses comptes courants, puisque le reste est en circulation sous forme de crédit et ses notations. Donc c'est un peu le rôle de la banque. Donc c'est la panique généralisée. Il y a eu un début de panique en Islande, il y a eu un début de panique en Écosse, parce qu'il y a une banque qui avait, dès le vendredi, commencé à être sollicitée. Alors, toujours est-il que cette réunion-là avait été très importante. Sarko annonce une opération historique pour répondre à la gravité de la situation. Tous les chefs d'État et de gouvernement, dit-il, avec un communiqué à la clé, bon, voilà, j'ai encore le papier dans mes archives, ont pris la décision de mettre chacun dans leur pays à la disposition des systèmes bancaires une somme de 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était il y a plus de 10 ans, c'était en 2008. 1 000 milliards de dollars, c'est exactement ce que Trump a promis qu'il allait mettre pour l'économie américaine. C'est à peu près c'est à peu près le tiers de ce que vont mettre les Européens, puisque les Européens vont mettre 3 000 milliards, la Banque centrale va mettre 1 000 milliards. Donc, c'est 1 000 milliards à l'époque, c'était considérable. Ça se faisait à l'intérieur de chaque État, sur son propre budget. En Europe, ça faisait, alors 1 000 milliards de dollars pour le réseau européen, je me souviens, ça faisait 700 milliards d'euros. Ça voulait dire que les pays occidentaux garantissaient totalement le fonctionnement des banques. Et c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire, c'était dire aux gens, ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas à la banque lundi, mais tous, hein, que ce soit Paris, Berlin, Hong Kong, Singapour, etc. N'allez pas, c'est garanti. C'est garanti, les banques pourront fonctionner. Je peux vous dire qu'on n'entendait pas une mouche voler dans cette salle. L'Élysée s'est vidé, l'information a été diffusée tout autour de la planète. Et avec quelques confrères, je suis resté à l'Élysée. On s'est entretenu là, dans le bureau du secrétaire général. C'était François Pérol, qui était à l'époque un grand banquier, puisqu'après, il a fait une carrière, comme vous le savez, aux banques populaires et Caisse d'Épargne. On a attendu les premières réactions. Il était 10 heures le soir, 11 heures le soir. Et on attendait notamment celle des marchés de Tokyo. Parce qu'en se disant que si les marchés de Tokyo n'avaient pas compris le message, la journée de lundi serait catastrophique. Si les marchés de Tokyo continuaient de plonger comme ils avaient plongé depuis 10 jours, c'était catastrophique et c'était fini. La planète monde sautait. Nicolas Sarkozy était là aussi un peu nerveux. Alors, vous allez me dire, là, il est souvent nerveux, donc c'est un peu dans sa nature. Mais on a bavardé et puis dans la conversation, on a parlé du fameux plan. Avec cette question que je lui ai posée. Mais où va-t-on trouver les 700 milliards d'euros que vous avez promis, 1 000 milliards de dollars? Et ça regarde. Il me dit, mais ce n'est pas le sujet. On ne les a pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si nous avons été assez crédibles pour que les marchés et les opinions publiques croient que nous étions tous capables de faire cet effort. S'ils le croient, nous sommes sauvés. Ils n'iront pas dans la banque demain matin. Sinon, je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est la première fois que je joue au poker menteur, me dit-il. Peut-être qu'il mentait parce qu'il avait déjà fait avant. 2 heures plus tard, Tokyo se réveillait. Tokyo gagnait 10 points sur le Nikkei. Les bourses asiatiques aussi. Beaucoup plus tard, les marchés européens rebondissaient. C'était gagné. Parce que Wall Street a suivi dans la foulée. Tout le monde a retrouvé du crédit. Et tout le monde ayant retrouvé du crédit, on n'avait pas besoin de dégager des 700 milliards, puisqu'on ne les avait pas, puisque de toute façon, les banques ne les demandaient pas. Les banques centrales ont pu faire leur job, qui a été de créer de la liquidité normale.
avec deux outils, je vous le disais, par la suite, les taux d'intérêt qui sont très bas. J'avais jamais appris, moi, en faisant mes études, qu'on pouvait vivre durablement avec tout zéro. Mais bon, il va falloir apprendre à vivre avec tout zéro. Et à mon avis, encore très longtemps, parce que compte tenu de la masse d'endettement qu'on a contracté là, depuis 2 mois, ça ne va pas se régler tout de suite. Et puis, deuxième arme, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire la mise à la disposition des banques de liquidités massives, j'allais dire quasiment open bar. C'est ce qui est fait. Vous allez à la Banque centrale avec un paquet de créances et puis ils vous donnent de la liquidité en échange. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales évoluent avec beaucoup d'habileté entre un faisceau de contraintes. C'est très compliqué ce qu'elles font. L'indépendance, elles ont d'abord à gérer l'indépendance à l'égard des politiques. Les banques centrales sont indépendantes du politique. Oui, le pouvoir politique ne peut pas intervenir. Mais c'est quand même délicat parce que le patron de la Banque centrale ne peut pas prendre le risque de se fâcher avec le gouvernement. Je prends l'exemple récent, il y a 48 heures. La Banque centrale européenne s'est faite remonter les bretelles par la Cour constitutionnelle allemande qui lui reproche et qui lui demande de s'expliquer sur le plan de création monétaire en mars de cette année à propos pour lutter contre la récession. La Banque centrale européenne a quand même décidé en mars un plan de création monétaire de 1000 milliards, c'est-à-dire un rachat de créances du côté des banques, du côté des États, de façon à pouvoir créer des liquidités, qu'on puisse redémarrer, qu'on puisse se soutenir à redémarrer. Eh bien, la Cour constitutionnelle allemande lance un ultimatum à la CE, je n'annule pas le programme, nous ne demandons pas l'annulation du programme, disent les Allemands, mais nous vous demandons de vous expliquer de façon vertueuse. C'est une des premières fois qu'on assiste à ce genre d'avis de tempête. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir la prochaine fois que Madame Lagarde elle fasse très attention. Elle va pouvoir être peut-être tentée de freiner, mais elle ne peut pas non plus rentrer en conflit avec un de ses principaux actionnaires, parce que l'Allemagne est un des principaux actionnaires. Alors, c'est l'indépendance à l'égard des politiques, c'est difficile à gérer, vous le voyez. Regardez la façon dont le président de la Réserve fédérale américaine gère ses relations avec Donald Trump. Il fait des déclarations de la communication à l'adresse des marchés, et puis 2 heures après, il reçoit un tweet du président, et le tweet du président lui dit d'ouvrir le robinet, et la semaine suivante, le jeudi, au moment de la conférence de presse, il décide en aparté de dire effectivement d'ouvrir le robinet. 2, il faut quand même protéger la viabilité des systèmes bancaires, et c'est pour cette raison que en fait, on laisse un peu de souplesse aux banquiers centraux sans distribuer de la monnaie de singe dans laquelle les peuples n'auraient plus confiance. Si c'est confiance, il faut avoir confiance dans ces banques, il faut avoir confiance dans la Banque centrale et savoir qu'ils ne distribuent pas par rien. J'en ai pour 2 minutes encore. Je sens que vous êtes en. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est pour ce qui est de la zone euro, la présidente de la BCE, c'est très bien que certains membres de la zone euro sont fragiles et elle doit les aider sans que ça se voit trop, quoi. Bon, Mario Draghi, vous savez, a beaucoup pensé aux banques italiennes. L'Italien, c'est pas pour rien, quand il est en fonction. Et c'est lui qui a inauguré le système de l'open bar et du rachat d'actions. Et finalement, à ce moment-là, les Allemands ont fait semblant de ne pas le savoir, de ne pas trop le voir. Ils avaient un peu peur de Mario Draghi. Et donc, ils ne disaient rien. Et puis, ils se disaient, après tout, si avec ça, on évite un crash d'une banque italienne, ce sera bon. Donc, tout ça fait que le système financier incontournable ne peut fonctionner que dans la confiance des peuples. Et la Banque centrale est une machine à produire de la confiance. Et si ça produit de la confiance, c'est beaucoup une machine à produire de la communication. Parce que la communication, ça n'est rien d'autre que de la confiance. Le bilan de son action, les prévisions économiques sont écoutées avec beaucoup d'attention. Les communiqués sont ciselés, ils sont très souvent difficiles à comprendre. Très difficiles à comprendre tellement ils sont subtils. Le président de la Réserve fédérale américaine demandait autrefois toujours aux journalistes s'ils avaient compris la signification profonde du communiqué mensuel qu'il venait de leur distribuer. Alors, et pour lui faire plaisir, il y avait toujours un ou deux léchus qui disaient « Oui, monsieur le président, c'est très clair. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis vraiment mal exprimé, disait-il. Bref, la communication d'un banquier central n'est bonne que si elle est incomprise. Et c'est un peu comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors, j'aurais voulu vous parler de la communication des entreprises, bien sûr, dont l'objet est essentiel, et de donner l'exemple, pour donner l'exemple d'une entreprise à une bonne image pour les actionnaires, les clients, les salariés. La conjonction des trois, c'est pas facile. Je vous parlais de Danone tout à l'heure, ça en fait partie. Une bonne image qui dise la vérité, ce qui n'est pas toujours facile, qui raconte une histoire, mais pas d'histoire, pas de mensonge, pour que le dirigeant qui ment
mais qui ne joue pas la transparence et est démasqué très vite, il perd sa crédibilité par son conseil d'administration, par son comité d'entreprise, par ses actionnaires. On le voit actuellement avec la tendance pour les entreprises à répondre aux demandes écologiques, environnementales, hein, sociales, sanitaires, la RSE, la fameuse RSE. Ça peut être une mode marketing, mais ça peut aussi correspondre à une réalité. Cette demande, elle émane des clients qui veulent des produits traçables, etc., des salariés qui veulent travailler dans une entreprise qui a du sens. Moi, je veux travailler dans une entreprise qui a du sens. Combien de fois m'a-t-on dit ça? Et puis, il y a des fonds d'investissement qui, aujourd'hui, demandent explicitement à leurs gérants d'avoir des investissements qui soient dans des entreprises RSE. Alors, la communication, la doit comprendre, doit correspondre quand même à la stratégie. Parce que vous ne pouvez pas faire une communication RSE si derrière, vous n'avez pas la stratégie qui correspond. Ça se sait. Évidemment, ça se sait. Avec les médias sociaux, on ne peut plus le faire. Les entreprises qui ont une vraie stratégie dans ce domaine ont une communication cohérente et crédible. Alors, dire ce que je fais et faire ce qu'on dit, qu'on fera, ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'invite tous ceux qui veulent en savoir plus à, entre autres, lire vos bouquins, parce que vous avez quand même édité de nombreux bouquins très intéressants sur l'économie en général, et entre autres sur la communication, et même un peu sur l'histoire de la communication, parce que vous êtes remonté effectivement jusqu'à bien longtemps, et on se rend compte que même historiquement, la communication avait pris une place peut-être davantage aujourd'hui, ou en tout cas différente, avec les réseaux sociaux qui impactent énormément la politique, je dirais les entreprises, mais même aussi les individus, puisque nous, on invite tous nos étudiants à avoir un profil LinkedIn à jour et actif, parce que les entreprises les suivent, et un RH d'une entreprise, avant d'embaucher quelqu'un, va souvent regarder son propre LinkedIn. Donc, on voit que l'impact est vraiment très large. Et pour prendre et aller dans votre sens, un exemple, nous-mêmes, Financia, on est une école et on communique énormément. On a un compte Twitter, on a un compte Facebook, un compte LinkedIn. On communique de manière un petit peu différente sur chaque moyen. On a aussi un Instagram qui permet de faire des choses aussi un petit peu différentes. Et donc, les entreprises qui recrutent nos étudiants sont demandeurs et consomment cette information. Et puis, pour nous, ça nous permet aussi de communiquer auprès des étudiants, parce qu'on communique jamais, on communique jamais assez. Je voulais aussi, en revenant un petit peu au bouquin, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Olivier Pastré, entre autres. Voilà, donc aussi un grand économiste comme vous. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller voir ces bouquins vraiment, et qui sont très pertinents et qui montrent effectivement la stratégie de communication est essentiel. D'ailleurs, un grand auteur américain souvent qui disait ne laissez pas votre compte Twitter à un stagiaire. Alors naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas appliqué dans les entreprises du CAC 40, mais des fois on le voit dans les PME, ou certaines PME qui n'ont peut-être pas conscience, où effectivement le dirigeant n'est pas au fait des nouveaux moyens digitaux de communication, et on délègue ça un petit peu à un stagiaire. Et donc mon conseil, c'est de se faire un petit peu attention, parce que cette communication est suivie et a vraiment un impact très important. Alors, moi, j'avais une question. Donc, tous ceux qui ont des questions peuvent l'écrire sur le petit bouton converser qui est juste en bas, et ça apparaîtra sur la droite. Hein. Donc, n'hésitez pas, profitez. C'est pas tous les jours qu'on a un grand économiste et journaliste ici devant nous, avec qui on peut communiquer. Et moi, j'avais une petite question concernant la communication de la BCE, où on se rend compte que c'est vraiment primordial. Et l'exemple que vous avez donné avec Nicolas Sarkozy, un petit peu poker menteur, nous montre bien que des fois la communication l'emporte réellement sur les actes. Alors je sais que vous êtes proche de Christine Lagarde, bon, pas seulement, hein, votre expérience a fait qu'effectivement vous avez beaucoup de décideurs à très haut niveau. La période actuelle des banques centrales
est vraiment essentiel. On a vu l'impact, quand il y a eu le tout début du confinement, Christine Lagarde, effectivement, a fait un communiqué dont les marchés n'ont pas apprécié énormément. En tout cas, les marchés ont beaucoup baissé et je pense que cette communication a surtout impacté. Il y a eu d'autres communications derrière aussi qui ont été appréciées récemment. Mais celle qui m'intéresse le plus et qui est récente et dans laquelle vous avez écrit est effectivement un petit peu le rappel à l'ordre des Allemands, en gros, qui ont dit, bon, vous êtes bien gentil à la Banque centrale, mais il n'est pas certain qu'on vienne à racheter éventuellement toutes les dettes ou à émettre toutes… donc, tout à l'heure, vous avez évoqué un peu de satisfaire ses actionnaires. Hein. Donc l'Allemagne est, on peut considérer un des actionnaires de la BCE. Que pensez-vous un petit peu après ce rappel à l'ordre de l'Allemagne, hein, comment la BCE pourrait réagir, hein, sur ce volet? Je pense qu'on est dans un exercice de communication pur et simple. C'est-à-dire que la Banque centrale va forcément réagir, c'est-à-dire qu'elle va convoquer ses juristes et qu'elle va convoquer son conseil et qu'elle va régler le problème au conseil et qu'elle va se dire, bon, OK, la prochaine fois, comment fait-on pour faire avaler la pilule plus… Parce que le communiqué de la Cour constitutionnelle allemande fait suite à des plaintes qui avaient été déposées par des parlementaires de l'opposition à Angela Merkel en disant à Angela Merkel, écoutez, surveillez un peu notre budget parce que ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, c'était une opération purement politique pour les Allemands et ça restera une opération purement politique pour la BCE. Ce qui me paraît intéressant dans cette affaire, et c'est pour ça qu'Angela Merkel l'a laissé faire finalement, parce qu'elle a un problème. Elle a un problème avec ses écolos, elle a un problème avec son opposition. Vous avez eu hier la présidente de la Commission européenne qui a dit, mais je rappelle que la Banque centrale européenne est indépendante de tous les pouvoirs, y compris le pouvoir allemand. Donc voilà, il y a eu un communiqué de la France qui était totalement en ligne avec, qui s'est dit, Bruno Le Maire a dit, nous sommes totalement dans la ligne définie par la Commission européenne. Donc elle a le soutien d'une grande partie de ça. Bon, ça n'est qu'un énième épisode sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire à savoir, est-ce que l'Union européenne est une association de copropriétaires qui doit chacun de son côté payer ses charges et participer à la vie commune, ou est-ce que c'est un club de gens qui sont là pour s'amuser et qui vont s'occuper des plus pauvres quand nous, on est les plus riches. Donc, je crois que la communauté européenne, l'Union européenne, la zone euro en particulier, elle a un énorme atout, un énorme avantage aujourd'hui, c'est qu'elle a l'euro. Et l'euro, le monde entier a confiance dans l'euro. Et si le monde entier a confiance dans l'euro, c'est parce qu'il y a l'Allemagne dans la zone euro, mais c'est aussi parce qu'à côté de l'Allemagne, vous avez l'Europe du Nord, vous avez la France et vous avez l'Italie. L'Allemagne sait parfaitement bien qu'une partie de sa crédibilité, elle le doit à l'existence d'un énorme marché qu'il y a autour d'elle, dont elle profite d'ailleurs, et dont elle a beaucoup profité compte tenu de la valorisation de l'euro. Donc je crois profondément que l'Allemagne, on sait jusqu'où l'Allemagne n'ira pas. Et par exemple, sur un point qui est une pierre d'achoppement traditionnelle, parce que la gauche française a toujours sorti ça de son chapeau quand elle n'avait pas grand-chose à dire, sur les eurobonds. Maintenant, on va appeler les eurobonds les corona bonds. Mais l'Allemagne n'acceptera jamais de faire des eurobonds, c'est-à-dire des bons sur lesquels on pourra tirer comme on veut sans avoir à en apporter la garantie. Évidemment, l'Allemagne refuse ça parce que c'est une façon pour l'Europe de faire payer ses factures par l'Allemagne et par mais on le sait aussi. Mais en revanche, l'Allemagne laisse faire quand même la Banque centrale. Elle a laissé faire Mario Draghi pendant 5 ans. Et elle va laisser faire Christine Lagarde pendant 5 ans. Et Mario Draghi, comme Christine Lagarde, assure la liquidité bancaire. Oui. Et d'ailleurs, pour un petit peu aller dans votre sens, hein, concernant l'importance de l'euro, hein, on le voit bien, même certains partis politiques français qui étaient historiquement un peu contre l'euro ou la sortie de l'euro,
revoient un petit peu leur copie et finalement, il y a quand même beaucoup moins de monde d'un point de vue politique qui est contre la sortie de l'euro. Vous touchez au portefeuille des gens et les gens ont besoin de confiance. En quoi les gens ont confiance aujourd'hui? Ils n'ont plus confiance ils ont à peine confiance dans leurs élites politiques parce que bon, ils n'ont pas confiance, ils n'ont plus confiance dans le système de santé. C'est bien le drame des pays occidentaux. On avait soi-disant les meilleurs systèmes de santé possibles. On n'a plus confiance parce qu'ils n'ont pas été à même de gérer le truc assez rapidement. On a confiance encore dans la Banque centrale européenne. On a confiance encore dans la monnaie, dans l'euro. Et ça, c'est absolument primordial. Et je pense que les Allemands savent très bien qu'ils ne vont pas casser cet outil-là. Ils en ont énormément besoin pour leur part. Ouais, et c'est pour ça que sûrement on verra dans les années à venir le développement entre autres des crypto-monnaies hein, qui effectivement ont chuté hein, fortement avec le vent de panique, mais connaissent une reprise très très forte et c'est certain que tous les pays n'ont pas cette monnaie forte qui est finalement vous savez les crypto-monnaies, moi je vais peut-être vous paraître vieux jeu, mais une monnaie, c'est un billet de confiance. Donc, il faut qu'une monnaie soit garantie par une autorité qui a toute la confiance de maximum. Le dollar, on sait que derrière le dollar, il y a l'Amérique, les États-Unis. Même si les États-Unis ont des fragilités et parfois des faiblesses, on sait très bien que le dollar, c'est la monnaie mondiale. Et on sait très bien que les Américains ont énormément de dettes, mais ils font des dettes parce qu'on sait très bien qu'on ne viendra jamais leur demander le remboursement de ces dettes. On gardera parce qu'ils sont en dollars. Donc, c'est comme les 700 milliards de Sarko au moment de Lehman Brothers. Donc, on ne viendra jamais les demander. Alors, donc, ça marche. L'euro, il a une garantie. C'est la Banque centrale. C'est la présence de l'Allemagne. Bon, c'est des contribuables derrière qui sont quand même solides. Bon. La crypto-monnaie, je ne vois pas, et l'opinion publique française, l'opinion publique mondiale, ne comprend pas très bien comment ça peut être garanti. C'est ça le problème. La valeur de la crypto-monnaie, elle est garantie. Vous n'avez pas une autorité qui vous garantit la monnaie. Donc, tout à fait. Je vais en profiter pour faire une dernière question et une transition sur les États-Unis. C'est quand même la première puissance mondiale. Et puis, vous parlez de confiance. Et effectivement, on se dit qu'on a quand même qu'on a confiance sur la puissance américaine, sa puissance militaire aussi, sa puissance économique. Et je voulais aborder un petit point, entre autres, qui est peut-être celui entre autres, des fake news. Voilà, et entre autres des discours de Donald Trump, entre autres où il a quand même déclaré avoir des preuves très importantes sur le laboratoire à Wuhan qui aurait mis effectivement d'où le virus serait parti. Alors est-ce que vous pensez que il utilise et finalement il est très brillant et il sait utiliser des fake news pour peut-être son électorat personnel et peut-être pour continuer sur une confiance du dollar ou vraie communication sincère? Est-ce que vous avez une opinion sur ces points? La seule opinion que j'ai, pour répondre à votre question très précisément sur Trump, c'est qu'il fait de la politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose et qu'il parle et qu'il fait un tweet, il fait de la politique. C'est-à-dire qu'il parle à son électorat. Et son électorat, voilà, il a un peu baissé en popularité globalement, mais il n'est pas battu encore hein, pour l'instant. Il parle à son électorat, et son électorat qui est un électorat sans beaucoup d'éducation, sans beaucoup de formation, qui est un électorat qui est en difficulté, qui est peut-être dans la misère économiquement, elle est très sensible à ce genre d'argument qui consiste à trouver un bouc émissaire. Et puis c'est d'autant plus crédible ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça paraît d'autant plus crédible que les Chinois ont quand même menti de façon éhontée sur la date de découverte du virus et puis sur le nombre de morts qu'ils ont. Et comment peut-on croire qu'ils ont eu 4000 morts dans la province où ils ont confiné 50 millions de personnes?
alors qu'ils ont fait rentrer des cercueils par milliers la nuit pour pouvoir inhumer tous les gens. Donc, il y a un problème. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux chinois le disent eux-mêmes. Bon, et quand on a appris ensuite que le médecin qui travaillait dans ce laboratoire est mort du Covid, dont on disait qu'il est mort du Covid, ça a quand même été un questionnement qu'on peut logiquement se poser. Sur le problème des fake news, on peut avoir deux réactions. C'est que, un, on peut être tenté effectivement de demander une réglementation des fake news, et ça va être très difficile à faire. En plus, si on promulgue des réglementations, il va falloir les appliquer au niveau mondial. C'est compliqué déjà de s'entendre au niveau mondial en matière de communication, en matière d'échanges commerciaux. Je ne vois pas les grands médias le faire. Donc, et par ailleurs, ça peut être jugé comme liberticide parce qu'il peut y avoir il peut y avoir des interprétations. Moi, je crois que le marché de l'information et le marché de la communication doit pouvoir faire sa police. Il doit pouvoir faire sa police. On doit pouvoir être plus exigeant en matière de fake news. On est exigeant lorsqu'il s'agit d'embaucher un instituteur, professeur pour ses enfants. On ne va pas aller chercher un mec aux mœurs perverses. On est exigeant pour un médecin. On peut être exigeant aussi pour quelqu'un qui travaille dans les news, pour un journaliste ou éditeur, ou comme ça. Je crois que le consommateur va attention. Alors, c'est vrai qu'il y a des interprétations qui sont parfois borderline, mais je suis très, très réservé sur l'idée de faire attention aux fake news. Bon, en matière financière et en matière, vous avez l'autorité des marchés financiers et en France, faites attention. Vous avez l'organisme américain qui, lui, fait très, très attention sur les fake news en matière financière. Il n'y en a pas trop en matière financière aux États-Unis. Non, c'est surtout dans le domaine politique, mais surtout dans le domaine. Ouais. C'est vrai. Et ces fake news trouvent à se développer et à s'exprimer dans des terrains qui sont des terrains fragiles socialement, fragiles économiquement. Ce n'est pas par hasard si elles se sont développées en Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne était en difficulté, elles ne se sont pas remises de la crise économique de 2008-2009. Et donc, la Grande-Bretagne a tombé dans un Brexit dont ils ne savent même pas comment ils vont faire pour s'en sortir ou pour le faire vivre. Si Trump a été élu, il a été élu avec les voix d'une partie de sa population qu'il a découverte et qui est assez malheureuse, au chômage, de la ceinture de la rouille, des gens qui ont été délaissés par les délocalisations industrielles, par tout ça. Bon. Mais je ne crois pas une seconde que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui soient liées à un excès du capitalisme, un excès de la mondialisation. Quand la peste noire est arrivée, il n'y avait pas de capitalisme, il n'y avait pas de mondialisation en France et en Europe. Il y a quand même eu la pandémie. Bon, je crois surtout que la pandémie est arrivée parce que c'est vrai, il y a des conditions d'hygiène et sanitaire en Chine qui laissent quand même profondément à désirer. Donc vous avez un terreau qui est quand même assez favorable. On a toujours dit que c'était l'usine du monde, c'est vrai, mais c'est aussi la fabrique de virus qui vont dans le monde entier après. Donc je crois que parmi les conditions qu'il faudra mettre au commerce avec les Chinois, il y a évidemment la récupération de production un peu stratégique comme les masques, des choses comme ça. Et ça, c'est un détail, donc c'est un détail grave, mais c'est un détail. Mais il faudra mettre des conditions sanitaires. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on s'intéresse de savoir comment a été fabriquée une pièce, comment a été fabriqué un jouet, est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent, etc., il faudra essayer de voir est-ce que c'est fabriqué dans des conditions sanitaires. Or, tous ceux qui sont on est tous allés en Chine, ceux qui sont allés, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, franchement, vous n'avez pas. Il faut aller vraiment dans un 5 étoiles palace à Pékin pour trouver des chiottes propres, quoi. Donc, c'est un problème. C'est un problème d'eau courante, de tout à l'égout, de tout ça. Donc, ils ont beaucoup investi pour que les Chinois puissent avoir des voitures, puissent avoir des sacs Vuitton. Il va falloir maintenant investir, que ces Chinois investissent dans les utilities, c'est-à-dire le social, les logements,
et puis le traitement des eaux, le traitement des déchets, tout ça. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc, de nous avoir éclairé sur ce point fondamental qui est la communication et qui nous impacte et sur les entreprises financières, mais comme vous l'avez très bien expliqué, aussi sur la politique. En gros, nous communiquons tous, tout le temps, et puis même confinés, hein, comme aujourd'hui. Grâce à la technologie, ben, on peut vous avoir. J'invite tous nos auditeurs à vous suivre sur LinkedIn parce que je sais que vous publiez. J'en ai quelques-uns là, qui ont déjà envoyé des posts sur LinkedIn, justement. Je leur répondrai. Bon, bah, je suis ravi. Ils pourront vous suivre parce que je sais que vous écrivez dans certains médias et puis on vous voit aussi régulièrement à la télévision, entre autres sur BFM. Donc, c'était un honneur pour nous de vous recevoir. Et donc, vraiment ravi. On a appris beaucoup de choses et puis surtout, on a eu vos points de vue très intéressants qui vont permettre à nos étudiants de développer un peu leur réflexion et de voir lorsqu'il y a des communiqués, de réfléchir quels sont les objectifs qui doivent être atteints. Voilà. Merci à vous. Écoutez, merci encore. J'espère à bientôt et peut-être un jour vous croiser dans notre école parisienne lorsqu'on sera déconfiné, ce qui devrait bientôt arriver. Et donc encore mille merci. Merci à vous. Merci à tous.